2 juillet 2026, Nvidia dépose à Washington un rapport. Huawei vendra 1 million de puces d'intelligence artificielle en 2025. Le même mois, sous serment devant le Congrès, le secrétaire au commerce américain cite un autre chiffre, 200 000. Épisode Nvidia, Huawei, le rapport qui exagère la menace. Chapitre 1, le chiffre qui ne tient pas. 1 million d'un côté, 200 000 de l'autre, et personne ne s'accorde sur qui compte juste. 1 million contre 200 000. Selon l'enquête publiée le 2 juillet 2026 par The Wired China, c'est l'écart entre deux estimations censées décrire la même chose, la capacité de Huawei à produire des puces d'intelligence artificielle avancées en 2025. Le premier chiffre vient d'un rapport que Nvidia a fait circuler auprès du gouvernement américain, tandis que le second vient d'Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, cité sous serment au Congrès ce même mois. Entre les deux, un rapport de 5. Nvidia annonce 5 fois plus de puces chinoises que son propre gouvernement n'en recense. Ce n'est pas un détail de virgule. Le rapport de Nvidia, dans sa version la plus prudente, évoquait déjà 200 000 à 450 000 puces vendues par Huawei en 2024, avant de projeter le fameux million pour l'année suivante. Un bond que même l'estimation basse ne permet pas d'expliquer par la seule croissance du marché. Pourquoi ce document existe-t-il ? Parce qu'il sert un objectif précis, écrit noir sur blanc dans les pages qui suivent le chiffre. Convaincre Washington de lever les contrôles à l'export qui empêchent Nvidia de vendre ses meilleures puces à la Chine. Un Huawei sur le point de rafler le marché mondial, c'est l'argument rêvé pour dire qu'interdire les ventes américaines ne protège plus rien. Ça ne fait que céder le terrain à un concurrent chinois déjà lancé. Chris McGuire, chercheur au Council on Foreign Relations et ancien responsable des contrôles à l'export au sein du gouvernement américain, a repris la calculette. Il a pris l'hypothèse la plus favorable à Nvidia. 800 000 puces Ascend 910C produites par Huawei sur l'année. Puis il a converti ce total en unités de calcul comparables, puce par puce. Une Ascend vaut grossièrement le cinquième d'une puce Nvidia haut de gamme dans les benchmarks publics d'entraînement de modèles. Rapporté à la production totale de Nvidia sur la même année, ces 800 000 puces chinoises pèsent environ 1/20 de la puissance qu'un seul acteur américain met sur le marché. Le résultat tient en une phrase, 5,3%. Ce chiffre, 5,3%, c'est la part que représenterait Huawei face à Nvidia, même dans le scénario le plus alarmiste que les chiffres permettent de construire. Alors la question se pose, simple et froide. Si les chiffres de Nvidia, poussés au maximum, donnent ça, pourquoi le document parle-t-il d'1 million ? Il faut regarder d'où vient le chiffre de départ pour comprendre la mécanique. Nvidia ne dispose d'aucun accès au livre de compte de Huawei, ni aux commandes passées à ses fournisseurs chinois de silicium. L'estimation repose sur des recoupements indirects et des rumeurs de capacité industrielle. S'y ajoutent des extrapolations, fragiles, sur la disponibilité de composants rares. Un exercice légitime en soi, tant que la marge d'erreur reste annoncée avec la même franchise que le chiffre final. Or, le rapport présente le million comme une projection quasiment acquise, pas comme l'extrémité haute d'une fourchette large. C'est cette présentation, plus que le chiffre lui-même, qui a fini par attirer l'attention des chercheurs indépendants. La méthode de Chris McGuire mérite d'ailleurs d'être détaillée, parce qu'elle ne conteste jamais frontalement les données de Nvidia. Il part de l'hypothèse la plus généreuse envers l'entreprise chinoise, celle où chaque puce Ascend annoncée a bien fini par tourner en production, sans le moindre goulot d'étranglement industriel. Même dans ce scénario le plus favorable à la thèse du danger, la conversion en puissance de calcul brut change tout. C'est la seule mesure qui compte pour entraîner de grands modèles, et elle ramène Huawei à une fraction marginale du total mondial. Cette méthode reste prudente et transparente sur ses propres hypothèses. Elle contraste avec celle du rapport de Nvidia, qui ne détaille jamais publiquement comment il est passé de 450 000 puces à 1 million en une seule année. Chapitre 2. Pourquoi Nvidia a intérêt à faire peur ? Le marché chinois reste fermé depuis 2022 et le patron de Nvidia multiplie les voyages à Pékin pour l'aider à réouvrir au bon moment. Pour comprendre le million, il faut d'abord regarder ce que Nvidia a perdu. Depuis 2022, les contrôles à l'export américains interdisent à l'entreprise de vendre en Chine ses puces les plus avancées, celles qui font tourner les grands modèles d'intelligence artificielle. Un marché qui pesait, avant les restrictions, plusieurs milliards de dollars de revenus annuels pour la seule division des centres de données. Jensen Huang, le fondateur de Nvidia, n'a jamais traité ce dossier comme une ligne budgétaire secondaire. Il s'est rendu à Pékin à plusieurs reprises ces 2 dernières années pour rencontrer des officiels chinois. Et il a plaidé tout aussi publiquement pour un assouplissement, à Washington cette fois. Une diplomatie personnelle, menée par l'homme le plus riche de l'entreprise la plus valorisée du secteur. Il traite le dossier chinois comme une priorité stratégique, pas comme une ligne parmi d'autres dans un rapport trimestriel. Le rapport remis au gouvernement s'inscrit dans cette bataille, pas à côté d'elle.
Son objectif affiché est de peser sur la décision d'autoriser ou non de nouvelles ventes de semi-conducteurs à la Chine. Et l'argument choisi n'est pas subtil, il est même redoutablement efficace, parce qu'il retourne la logique protectionniste contre elle-même. Si l'on empêche Nvidia de vendre, on ne ralentit pas la Chine, on offre simplement le marché à Huawei sur un plateau. 7 mois plus tôt, en décembre, la manœuvre avait déjà porté ses fruits une première fois. L'administration Trump a autorisé la vente des puces H200 à la Chine, un revirement par rapport à la ligne dure des années précédentes. Le rapport de juillet arrive dans la foulée, comme une pièce supplémentaire versée au dossier pour élargir encore la brèche déjà ouverte. Rien, dans cette manœuvre, ne relève de l'illégal ou même de l'inhabituel. Toute entreprise défend ses intérêts devant son régulateur, et le lobbying fait partie du jeu démocratique autant que le vote lui-même. Mais il y a une différence entre défendre un intérêt avec des arguments solides et le défendre avec des chiffres qui ne survivent pas à la première vérification indépendante. Nvidia a choisi la seconde option, et l'histoire américaine a déjà vu ce choix se retourner contre celui qui le fait. Il faut mesurer l'ampleur de ce qui se joue pour comprendre l'urgence du calendrier. La Chine reste le deuxième marché mondial pour les semi-conducteurs avancés, et chaque trimestre de restrictions pousse des laboratoires chinois d'intelligence artificielle à optimiser leurs modèles pour tourner sur du matériel local, moins puissant mais disponible. Plus cette habitude s'installe, plus il devient difficile pour Nvidia de reconquérir ses clients le jour où les vannes rouvrent, parce qu'un écosystème logiciel, une fois construit autour d'une puce concurrente, ne se déplace pas du jour au lendemain. C'est là que le calendrier du rapport prend tout son sens. Chaque mois de restrictions supplémentaires coûte plus cher que le précédent, et un rapport alarmiste déposé au bon moment vaut, pour Nvidia, largement le risque de voir ces chiffres contestés quelques semaines plus tard. Chapitre 3. Le missile fantôme de 1957. La même histoire s'est déjà produite une fois, avec des missiles à la place des puces, et il a fallu 4 ans pour que le mensonge tombe. 1957, le comité Gator, réuni pour évaluer la menace soviétique, produit un rapport qui va façonner une décennie de politique américaine. Son message, appuyé par l'armée de l'air américaine, est simple et terrifiant. Un fossé de missiles s'ouvre entre les deux blocs et l'Union soviétique est en train de le gagner. Le fameux missile Gap. Problème, l'estimation reposait sur le scénario du pire, pas sur le renseignement le plus fiable disponible à l'époque. Des données contradictoires circulaient déjà à l'intérieur même du renseignement américain, issues notamment des premiers vols de reconnaissance, et elles montraient une réalité bien plus modeste. Mais un chiffre alarmant sert des intérêts précis, et l'armée de l'air en avait un, obtenir des budgets pour de nouveaux missiles balistiques. Le contexte compte autant que le chiffre lui-même. L'Union soviétique venait de lancer Sputnik, le premier satellite artificiel, un choc technologique qui avait déjà convaincu l'opinion américaine que l'avance nationale s'effritait. Dans ce climat, un rapport qui confirme la peur ambiante ne rencontre presque aucune résistance critique, alors qu'un rapport qui la dément se heurte à un mur de scepticisme. Le comité Gator le savait, tout comme l'armée de l'air, ce qui explique pourquoi l'estimation la plus sombre, et non la plus probable, a fini par circuler dans les couloirs du pouvoir. Cette estimation gonflée n'est d'ailleurs pas restée confinée au Pentagone. Il devient argument de campagne en 1960, quand John Fitzgerald Kennedy l'utilise contre l'administration Eisenhower pour dénoncer un supposé retard militaire américain. Kennedy savait pourtant, par les briefings classifiés auxquels il avait accès en tant que candidat, que l'écart réel penchait en faveur des Américains. Il l'a utilisé quand même, parce qu'un chiffre qui fait peur gagne des voix plus vite qu'un chiffre qui rassure. Le désaveu est venu 4 ans après le rapport initial. En 1961, Robert McNamara, tout juste nommé secrétaire à la Défense par le président Kennedy lui-même, confirme publiquement que le missile Gap n'a jamais existé. L'aveu venait du camp qui avait le plus profité du mensonge, ce qui en dit long sur la difficulté de démonter une peur une fois qu'elle a organisé un budget entier autour d'elle. Dwight Eisenhower, en quittant la présidence, avait déjà mis un nom sur le mécanisme qu'il voyait à l'œuvre, le complexe militaro-industriel, cette alliance d'intérêts où le fournisseur d'armement et le décideur politique se retrouvent à profiter du même chiffre gonflé, chacun pour sa propre raison. 69 ans plus tard, le mécanisme rejoue presque à l'identique, seuls les acteurs ont changé de costume. Un acteur détenant un accès privilégié à l'information sur son rival produit une estimation orientée par son propre intérêt commercial. Le chiffre remonte ensuite jusqu'à un décideur politique qui le reprend parce qu'il sert un argumentaire qui l'arrange. Il faut alors des années ou une enquête journalistique menée par des reporters patients pour que quelqu'un reprenne enfin la calculette.
Chapitre 4. Le retour de bâton. Une crédibilité entamée au Capitole et un stock de puces détournées qui raconte l'histoire inverse de celle que Nvidia voulait vendre. Gregory Allen dirige les travaux sur les contrôles à l'export au Center for Strategic and International Studies. Il a résumé le problème dans une phrase que peu de lobbyistes ont envie d'entendre citer. Nvidia a réellement endommagé sa crédibilité au Capitole en avançant des chiffres très difficiles à croire. Ce n'est pas un détail de communication. Un lobbying efficace repose sur la confiance accumulée avec le temps, chiffre après chiffre, audition après audition. Quand un rapport se fait démonter publiquement par un chercheur indépendant qui refait le calcul en une soirée, ce n'est pas seulement ce rapport qui perd de la valeur, c'est le prochain aussi, et celui d'après. Le problème dépasse d'ailleurs le seul million contesté. Selon Epoch AI, organisme qui suit les capacités de calcul mondiales, Huawei n'a représenté que 6% des puces d'intelligence artificielle vendues dans le monde au premier trimestre 2026, en comptant chaque puce pour une unité sans regarder sa puissance réelle. Or, une puce Huawei affiche, en moyenne, environ la moitié de la puissance de calcul d'une puce Nvidia comparable. Ramené à cette base commune, le chiffre tombe à environ 3% une fois ajusté de la puissance réelle de chaque puce. 3% de part de marché mondial ajusté à la puissance, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus l'image d'un rival sur le point de rafler le monde que le rapport de juillet cherchait à installer. Il y a un second retournement, plus fin encore, presque ironique. Nvidia a aussi mis en avant, dans son rapport, un stock de 2 à 3 millions de puces que Huawei aurait obtenu par une chaîne d'approvisionnement détournée en passant par le fabricant taïwanais TSMC via une société chinoise du nom de SoftGo. Lennart Heim, chercheur spécialiste des semi-conducteurs, a fait remarquer un détail qui change tout le sens de l'argument. Si Huawei doit contourner les règles et passer par des intermédiaires risqués pour obtenir ses puces, cela prouve une chose, les contrôles à l'export fonctionnent. Un rival qui n'aurait aucun mal à produire ses propres puces n'irait pas chercher des détours aussi coûteux pour s'en procurer ailleurs. Le raisonnement tient aussi à l'échelle de l'entreprise elle-même. Une chaîne de contournement qui passe par TSMC via un intermédiaire chinois expose Huawei à des sanctions supplémentaires si elle est découverte, sans compter le surcoût que personne ne choisit par confort. On ne construit pas un tel montage quand on dispose déjà, chez soi, une capacité de production suffisante. Le rapport censé démontrer que les contrôles sont devenus inutiles finit donc par apporter, malgré lui, la preuve qu'ils mordent encore. C'est le risque que prend toute entreprise qui construit son dossier sur la peur plutôt que sur les faits. Les faits, eux, continuent de circuler après que l'argument a été déposé. Le dommage ne se limite pas à ce seul rapport, aussi embarrassant soit-il. Une agence gouvernementale qui doit resserrer ou desserrer les contrôles à l'export s'appuie forcément sur les données que lui fournissent les acteurs du secteur. Elle n'a pas, elle-même, une vision complète de la production chinoise. La source la plus visible du dossier reste celle qui a le plus de moyens et le plus d'accès terrain. Si elle se révèle systématiquement optimiste dans le sens de son propre intérêt, le régulateur doit pondérer chaque chiffre par un facteur de méfiance. Un coût invisible qui ralentit toute la prise de décision, bien après que le rapport contesté a quitté les gros titres. Chapitre 5. La grille de lecture. 3 questions à poser avant de croire un chiffre d'alerte, quand celui qui le brandit est aussi celui qui en profite. Reste la question pratique, celle qu'un législateur, un journaliste ou un investisseur devrait se poser face au prochain rapport alarmant produit par une entreprise en position de conflit d'intérêts. D'abord, qui a produit ce chiffre et gagne-t-il quelque chose à ce qu'il soit cru ? Un rapport de Nvidia sur la menace chinoise n'a pas le même poids qu'une estimation indépendante, parce que la première partie a un résultat politique précis à obtenir et la seconde n'en a aucun. Ensuite vient la vérifiabilité. Ce même chiffre survit-il à une recomposition avec des données publiques, ou s'effondre-t-il dès qu'on le compare à une autre source sérieuse ? Le rapport de Nvidia a tenu quelques semaines, le temps qu'un chercheur du Council on Foreign Relations sorte sa calculette et publie le résultat, et c'est ce délai lui-même qui mesure la solidité d'une estimation. Plus il est court, plus le chiffre initial était fragile. Reste enfin la question la plus rarement posée, celle du financement du risque. Qui paie si le chiffre est faux ? Pas au sens moral, au sens budgétaire et politique. Si le Congrès lève des contrôles à l'export sur la base d'1 million de puces qui n'existent pas, le coût retombe sur la politique de sécurité nationale américaine, pas sur Nvidia, dont l'action ne bouge pas d'un centime le jour où l'erreur est révélée. Cette grille ne dispense de rien, elle ralentit simplement le réflexe de croire sur parole. Un législateur pressé par un calendrier de vote a autant de raisons de prendre un chiffre choc pour argent comptant qu'un journaliste qui doit publier avant que son concurrent ne le fasse.
Le chiffre gonflé prospère précisément dans cette urgence, parce que vérifier prend du temps alors que l'alerte, elle, se diffuse en une poignée de minutes. C'est exactement la symétrie qui a permis au missile Gab de prospérer pendant 4 ans avant le désaveu de McNamara. Celui qui gonfle le chiffre engrange le bénéfice tout de suite, un budget voté ou un marché rouvert. Le contribuable ou l'allié stratégique, lui, découvre la facture bien plus tard, une fois la décision prise et difficile à annuler. Ce n'est pas une affaire de mensonge isolé, à traiter comme un incident de communication qu'on efface d'un communiqué correctif. C'est un mécanisme d'incitation, aussi vieux que le lobbying lui-même, qui refait surface chaque fois qu'un acteur détient d'informations privilégiées sur un rival et l'intérêt commercial à ce que cette information fasse peur. Nvidia n'a rien inventé. Elle a simplement rejoué une partition écrite au Pentagone 69 ans plus tôt, avec la même conclusion qui finit toujours par arriver, un peu tard, portée par quelqu'un qui a pris le temps de refaire le calcul. Vous écoutiez Nvidia Huawei, le rapport qui exagère la menace. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.